Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Hier, les sénateurs ont adopté la proposition de loi du député socialiste François Braute sur la transition énergétique sobre, tout en rejetant la principale disposition de ce texte, à savoir l'instauration d'un bonus-malus sur les tarifs de l'énergie. Ce texte retournera donc à l'Assemblée nationale où, cette fois, les députés auront le dernier mot. En attendant, je vous propose ce matin de revoir le rejet de l'article 1er qui instaure donc un bonus-malus pour l'énergie. Bonne matinée à tous. Mes chers collègues, la séance est reprise et je vous rappelle la règle de l'entonnoir ou de la seringue selon le président Raoul. Je rappelle donc qu'en application de l'article 48 alinéa 5 du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique. En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les conformes ou les articles additionnels sans relation directe avec les dispositions restant en discussion. Je vais donc mettre au voie. Madame la ministre, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, excusez-moi parce que je crains, dans mon esprit, j'avais bien répondu à Jean-Claude Requillet, mais je crois que ce n'était pas suffisamment clair. Donc je souhaitais vous répondre. La réponse, Madame la ministre. Pardon ? Je vous en prie, allez-y. Oui, donc excusez-moi, je voulais rattraper pour qu'il n'y ait pas de malentendu, Monsieur le Président, puisque vous avez indiqué que vous craignez que le système soit intrusif. C'est sur ce point que j'ai indiqué que les collectes de données étaient limitées au strict minimum sous le contrôle de la CNIL. Vous avez dit également qu'il faudrait 2 ans pour articuler le bonus-malus et la mise en place des travaux de rénovation énergétique. Nous souhaitons aller plus vite que 2 ans sur les travaux de rénovation énergétique et de facto, nous avons besoin, en ce qui concerne le déploiement du bonus-malus, que la disposition législative soit votée maintenant pour consacrer l'année 2013 à l'ensemble des textes réglementaires qui vont devoir être pris, que 2014 permette de faire la collecte des données et les calculs de base pour le déploiement du bonus-malus qui entrera en vigueur en 2015. Et je vous avais répondu aussi sur les autres points de votre intervention, mais peut-être avais-je attribué cette réponse à votre prédécesseur, donc je m'en excuse auprès de vous. Merci, Madame la ministre. Monsieur le Président, vous vouliez la parole ? Vous vouliez la parole, Monsieur le Président ? Alors, je vais mettre aux voix l'article 1er A. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 1er A ? Avis contraire ? Il n'est pas adopté. Après l'article 1er A, je suis saisi d'un amendement 101 de M. Lenoir. C'est M. Lenoir qui le défend ? Monsieur le Président, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai le sentiment que la majorité de gauche vient de repousser un élément du texte qui se réfère à la précarité énergétique. Donc je prends acte que la droite a voté cette disposition et que la gauche l'a rejetée. Oui, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a une erreur dans la proposition de vote. Effectivement, Monsieur Lenoir, vous faites bien de la relever. Il y avait pas. Vous pouvez me remercier. Je vous saurai gré la prochaine fois, oui. Donc j'ai une dette envers vous, si je comprends bien. Il n'y avait pas d'amendement sur l'article 1er A. Et donc, le vote ne devait intervenir que sur l'adoption de l'article. Vous avez voté contre. Mais non. Si. Monsieur le rapporteur, il y a une erreur. Non, l'article A, 1er A, n'a pas été adopté.
Et nous en arrivons donc, après l'article 1er, l'amendement qui a été défendu par M. Lenoir, l'amendement 101. Bien, non, mais pour la bonne compréhension, non pas des personnes qui sont là, parce que finalement vous avez bien compris que vous étiez trompés, mais quand même des personnes qui vont lire. Il était écrit un alinéa que la politique menée par le gouvernement dans le domaine de l'énergie consistait notamment à lutter contre la précarité énergétique. Je confirme que la droite a voté pour, que la gauche a voté contre. Alors, l'amendement 101 porte sur la péréquation tarifaire. Je vous propose d'écrire dans la loi, à l'article L100-1 du Code de l'énergie, que cette politique est menée dans le respect des principes d'égalité et de continuité, notamment au travers de la péréquation nationale des tarifs de vente d'électricité aux consommateurs domestiques, de l'harmonisation de ces tarifs pour le gaz et de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution. Cette phrase n'est pas inventée, c'est tout simplement la phrase qui figure dans la loi de 2004, qui est d'ailleurs la première loi qui, à ma connaissance, a vraiment précisé le contenu de la notion de péréquation tarifaire. Prenant la parole, j'en profite pour répondre à Madame le ministre, qui me faisait observer tout à l'heure que le prix de l'électricité n'était pas le même selon les communes, puisque, effectivement, il y a une taxe locale dont le taux est variable selon les départements et selon les communes. Je parlais évidemment du prix hors taxe. Alors, votre intervention m'amène à vous poser une question très précise. Quelle est la nature juridique du malus? Est-ce que vous voulez insinuer que le malus est une taxe? Non, mais votre réponse m'intéresse parce que dans l'avenir, on sera amené à regarder les choses de près. Alors, donc je repose la question, quelle est la nature juridique du malus? Et notamment, est-ce que c'est une taxe? Merci, Monsieur Lenoir. Avis de la Commission, Monsieur le Président. Par rapport à l'amendement de M. Lenoir, on va bien commencer la soirée. C'est un avis favorable. Et en tous les cas, par rapport aux objectifs de la loi, on est complètement en phase avec ce que vous écrivez, M. Lenoir. Merci, Monsieur le Président. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Défavorable, Monsieur le Président. Je rappelle que la péréquation nationale des tarifs est déjà dans le Code de l'énergie, à l'article 121.5. En ce qui concerne votre question, je pense que l'argumentation vous a touché néanmoins sur la péréquation tarifaire et la taxe que vous aviez oubliée. Et donc je vous réponds, je vous renvoie à l'avis du Conseil d'État qui a clarifié cette question. Et d'ailleurs, un certain nombre des dispositions qui ont été ajoutées à l'Assemblée nationale dans l'amendement qui réécrit le titre premier assimile effectivement le bonus-malus à un système de taxation comparable en tout point à la CSPE de ce point de vue-là. Merci, Madame la Ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 101 qui a reçu l'avis favorable de la Commission et l'avis défavorable du gouvernement. Monsieur Lenoir. Non, explication de vote. Madame la Ministre, nous allons relire avec beaucoup d'attention ce que vous nous avez indiqué à l'instant. Vous ne pouvez pas comparer la CSPE avec le malus qui vient d'être institué. Donc, vous avez parlé d'une forme de taxation. Nous allons regarder ce que recouvre cette réponse. Mais si c'est une taxe, ça implique un certain nombre de conséquences. Je tiens à le dire ici. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire. Avis contraire. Il est adopté. Après l'article 1er A, l'amendement 102, toujours de Monsieur Lenoir. Monsieur Lenoir, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, nous l'avons dit à la tribune, l'a dit Sazowski moi-même, ainsi que d'autres orateurs, nous sommes évidemment contre le système qui nous est proposé par ce texte, bonus-malus. Il n'y a pas eu d'étude d'impact, il n'y a absolument aucun élément sur lequel nous puissions nous fonder pour savoir comment diriger ce véhicule mal identifié. Alors, ce que nous proposons, nous, c'est d'engager une procédure d'expérimentation tout à fait comparable à celle qui est inscrite dans le texte concernant l'eau. C'est-à-dire, conformément à l'article 72 de la Constitution, nous pourrions très bien engager cette expérimentation
pendant les quelques années qui viennent. Je rappelle que le dispositif qui devait fonctionner dès novembre 2012, finalement, ne fonctionnera qu'à partir du début 2016. Donc il y a du temps que vous vous êtes donné après réflexion. Nous vous proposons que ce temps soit utilisé, mis à profit pour mettre en forme une expérimentation qui nous permettrait d'avoir des informations tout à fait intéressantes afin de consolider le dispositif s'il mérite d'être mis en place. J'avais d'ailleurs dans le texte avec mes amis proposé que l'expérimentation puisse durer pendant 5 ans. Je pense que c'est un peu long et donc si je peux, Monsieur le Président, sous-amender, je vais mettre plutôt 3 années, donc c'est un premier sous-amendement et ce qui ensuite conduit à dire qu'il sera présenté par le gouvernement avant le 30 juin 2017. Merci, Monsieur Lenoir. Monsieur le Président, avis de la Commission donc sur le 102 rectifié avec la proposition de Monsieur Lenoir. Monsieur Lenoir, je crois l'avoir évoqué dans la discussion générale tout à l'heure. Ce matin, en commission, nous avons eu une faiblesse, ou plutôt une ouverture concernant le débat sur ce texte. Je dois dire que votre amendement, à mon sens, il était irrecevable concernant la jurisprudence dans le cadre d'une nouvelle lecture. Ce n'est pas dans le texte de l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas l'amender. Et donc, pour moi, je vous demanderai de le retirer, ou sinon il était irrecevable. Non, pas du tout. Ça concerne les objectifs poursuivis par le texte lui-même. Et ce n'est qu'un rappel par rapport aux objectifs qui étaient poursuivis par le texte de l'Assemblée nationale. Et donc inclus, c'est une précision, je dirais, le premier amendement. Le deuxième, à mon sens, est irrecevable. Voilà. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Si nous sommes sur les questions de procédure, je pense que le précédent était aussi irrecevable puisque c'était un article additionnel. Le gouvernement est défavorable à une logique d'expérimentation. Nous voulons mettre en place un bonus-malus et pas seulement l'expérimenter. Et ensuite, Monsieur Lenoir, je vous renvoie vraiment à l'avis du Conseil d'État sur la question que vous avez posée tout à l'heure, puisque le Conseil d'État dit très clairement que le malus est un impôt dissuasif et que le bonus est une aide. Et donc, si vous aviez un doute sur cette question-là, le Conseil d'État y a parfaitement répondu. Merci, Madame. Je vais donc, Monsieur Lenoir. Simplement pour poursuivre, mais très rapidement, Madame la Ministre, ça veut dire que c'est un impôt qui est affecté. La ressource de cet impôt est affectée aux personnes, donc sous forme de bonus. Donc voilà, donc c'est au journal officiel. Merci, Madame la Ministre. Merci. Monsieur le Président, vous confirmez l'irrecevabilité de cet amendement? Attendez. En revanche, attendez, je suis trop nouveau dans cette Assemblée pour connaître la réponse à la question suivante. À quel moment l'irrecevabilité est-elle prononcée? Est-ce que c'est au moment du dépôt de l'amendement ou au moment où on le discute? Si c'est au moment du dépôt, je constate qu'il a été distribué, que donc on en a discuté, qu'il a même été discuté en commission ce matin. Si en revanche il m'était dit que l'irrecevabilité est déclarée en cours de séance, j'aimerais savoir selon quelle procédure. Merci, Monsieur le Président. Vous avez bien compris, mon cher Lenoir, ce dont il s'agit. Effectivement, je vous ai dit qu'en commission, j'aurais dû le déclarer irrecevable. Je ne l'ai pas fait dans un sens d'ouverture. Mais je dois dire qu'à l'heure actuelle, où je demande le retrait, où c'est un avis défavorable, mais qu'à titre personnel, mon analyse est de dire qu'il était irrecevable. Ce n'est pas la même chose. Monsieur Lenoir, l'amendement est retiré? Bon, écoutez, la moisson que je retire des échanges qui viennent d'être entendus est suffisamment riche pour que j'abandonne en revanche cet amendement. Merci, mon cher collègue. L'amendement 102 rectifié est retiré. Nous en arrivons donc à l'article 1er et je suis saisi de 4 demandes de parole, dont celle de Monsieur Capo-Canella, qui n'est pas là. Alors, celle de Monsieur Jean-Jacques Mirassou. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je crois aux vertus de la répétitivité en ce qui concerne le volet pédagogique. Et manifestement, il y a encore fort à faire dans ce registre-là, notamment par rapport
à nos collègues de l'opposition sénatoriale. Tout à l'heure, dans la discussion générale, j'ai eu l'occasion de souligner, à juste titre, que l'article 1, tel qu'il nous était proposé, avait été nettement amélioré par la lecture au niveau de l'Assemblée nationale, tout en me félicitant, je le répète, de l'abandon du croisement des données des fournisseurs avec celles de l'administration fiscale, de la rationalisation et la simplification des critères de calcul des volumes de base, de la suppression du dispositif relatif aux relations entre locataires et propriétaires, et surtout en enregistrant le fait que le malus ne devient véritablement pénalisant qu'à partir de 3 fois le volume de base de la consommation énergétique, au lieu d'auparavant 1,5 fois. Cela va exactement dans le sens que nous souhaitions et des amendements du reste que nous avions déposés au cours de la première lecture. Mais de nouvelles améliorations, je l'ai dit tout à l'heure, peuvent être encore apportées et c'est l'objet du reste des amendements que nous proposons dans la suite, mais dont la lucidité me permet de penser que leur espérance de vie va en s'amenuisant au fur et à mesure qu'on s'approche des amendements dits de suppression concernant l'article 1er. Le bonus, pour autant, tel qu'il est conçu, non seulement est dépourvu d'effet déréellement incitatif, je l'ai dit aussi, mais en plus, il ne profiterait pas en priorité aux ménages modestes. Bien au contraire, le malus, quant à lui, est précisément pourvu d'un rôle incitatif pour diminuer les consommations excessives. Et nous proposons donc que son rendement serve non pas à alimenter un bonus qui ne toucherait pas forcément les personnes qui en ont le plus besoin, mais soit consacré à la politique d'amélioration de la performance énergétique des logements. Ainsi, on ferait en quelque sorte d'une pierre deux coups. D'une part, on taxerait les consommations excessives. D'autre part, on récupérerait à travers un fonds appelé fonds malus les sommes ainsi dégagées pour aider les personnes en situation de précarité énergétique, qui d'ailleurs, je le rappelle encore, ne seront que symboliquement taxées du fait qu'elles bénéficieront de malus minorés. Par ailleurs, cette manière de faire présente encore l'avantage de séparer clairement la taxe sur les consommations excessives des tarifs eux-mêmes, de quoi rassurer ceux qui, à tort, voyaient, mes chers collègues, dans le dispositif une remise en cause de la péréquation tarifaire. Avec le dispositif que nous préconisons, aucun doute là-dessus, on ne touche pas à la péréquation tarifaire. La suppression du bonus permettrait également de simplifier encore le dispositif en évitant la constitution d'un compte d'équilibrage complexe et porteur d'effets difficilement prévisibles. Les sommes prélevées sur le fonds seront celles qui auront été effectivement collectées et non celles qui seraient estimées à partir de taux calculés a priori, sans correspondre toujours a posteriori au montant effectivement collecté. Enfin, et c'est un avantage important, la suppression du bonus sur la tranche de consommation inférieure au volume de base conduit logiquement à supprimer le premier malus portant sur la tranche intermédiaire, de façon à ne pas pénaliser les ménages qui n'ont pas une consommation démesurée. L'objectif étant aussi et surtout de déconnecter les logements énergivores, il paraît plus judicieux de mettre en place un système d'alerte à destination de l'organisme approprié lorsque la consommation dépasse 250% du volume de base. Tel est donc le sens de la présentation que nous entendions donner à cet article 1er, qui va dans le sens d'une simplification accrue, d'une plus grande efficacité, avec un dispositif visant la détection des logements énergivores et l'amélioration de la performance énergétique via le fonds des malus. Et en même temps, je me permets d'espérer que nous aurons l'opportunité de faire vivre ce débat si le couperet annoncé par les uns et par les autres ne vient pas justement les interrompre. Merci, mon cher collègue. Monsieur Lenoir, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, je n'avais pas envisagé de parler maintenant, puisque j'ai déposé un certain nombre d'amendements sur l'article 1er, mais la remarque de mon collègue Jean-Jacques Mirassou me laisse à penser qu'il faut être lucide et que si on a quelque chose à dire, il vaut mieux le faire maintenant que de constater qu'il y a eu un article en moins et que les amendements sur lesquels nous voulions intervenir ont disparu. Alors, je reviens sur l'organisme ad hoc, l'hippocampe éléphanto-camélos. Alors, d'abord, une première question, Madame la ministre va sans doute me répondre. Vous avez dit dans le débat ERDF.
Moi, je me souviens qu'en commission, en octobre de l'année dernière, vous aviez évoqué cette hypothèse en disant que vous l'aviez écartée car elle était trop coûteuse. Et c'est dans le compte-rendu de la commission, je peux le tenir à votre disposition, je l'ai relu tout à l'heure. Deuxième question, toujours à propos de RDF. Est-ce que EDF, d'ailleurs, l'actionnaire principal et unique de RDF, sont au courant de ce qui éventuellement se prépare? Je ne connais absolument pas la réponse. Alors, maintenant, sur le coup de l'hippocampe éléphanto-camélos. Parce que j'ai bien entendu, le rapporteur nous a dit en commission, le malus va rapporter 200 millions d'euros. Et le coût de gestion, ça va être 50 millions, mais je me fais fort par un amendement de le faire tomber à 20 millions. Alors moi, je reprends le texte qui vient de l'Assemblée nationale et je regarde tout ce qu'il y a à faire, que ce soit ERDF ou un autre organisme créé pour la circonstance, le travail sera le même. Ça va être assez bref. À l'invitation de l'organisme, les consommateurs déclarent annuellement auprès de ce dernier, avant le 1er mai, les informations nécessaires, etc. Donc déjà, il y a une lettre qui s'en va. Combien y a-t-il de personnes, enfin de foyers concernés? 30 millions. Une simple lettre à moins de 20 grammes, il y en a déjà pour 15 millions. Simplement pour inviter les personnes à remplir une déclaration. Que dit le texte ensuite? Si les personnes ne répondent pas, je m'arrête un instant, j'ai regardé auprès d'un certain nombre d'organismes qui collectent des informations quel est le taux de retour après une simple lettre les informant qu'ils doivent répondre. Le retour est de 30%. Et au bout de 5 ans, il est de 70%. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui vont se mettre dans la situation qui est décrite après. S'ils ne répondent pas, eh bien, il y a l'envoi d'une lettre en recommandé, voilà, lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il y en a à peu près seulement 30% qui vont répondre. 70% ne l'ont pas fait. 70% de 30 millions de clients, ça vous fait 20 millions de clients. Vous savez quel est le coût d'une lettre avec un accusé de réception? Je l'ai vérifié encore tout à l'heure à la Poste, 4,46 €. Coût 90 millions d'euros. Je me suis renseigné d'autre part pour connaître le coût lié à la manipulation des lettres qu'on met sous enveloppe, qu'on porte, etc. C'est 60 centimes d'euros par pli. 18 millions d'euros. Ça veut dire que la première année, alors que seulement 30% de clients ont répondu, ça vous coûte ça vous coûte 123 millions d'euros, mais il faut y ajouter les personnes qui sont dans l'organisme. Les personnes qui traitent les informations, les transmettent, etc. Et puis évidemment, les personnes qui iront contrôler. Alors, pour savoir combien ça vous pouvait coûter, j'ai regardé ce que coûtait le centre de perception de la redevance de la télévision, qui a été supprimé il y a quelques années. Et là-dessus, j'ai des renseignements intéressants parce qu'ils me viennent de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, et c'est un rapport présenté par M. Didier Migaud, qui était à l'époque membre de cette commission. Et à l'époque, pour 1700 personnes, et tout le monde s'accorde à dire que pour votre zinzin, il faudra encore beaucoup plus de personnes. Écoutez, je suis charitable, on va s'en tenir à ça. À l'époque, compte tenu du chiffre qui est annoncé en millions de francs, c'est 125 millions d'euros. Alors, excusez-moi de faire des calculs devant vous, sans avoir de tableau. La première année, compte tenu du déficit de réponse que j'annonçais, le coût de l'opération, c'est 248 millions d'euros. Et en bonne année, parce que finalement 70% des personnes répondent, eh bien on passe à 203 millions d'euros. La recette attendue était de 200 millions d'euros. Alors vous voyez que vous avez un système extraordinaire pour lutter contre le chômage. Vous prélevez sur les factures d'électricité et vous créez un organisme qui va ensuite vérifier si les gens remplissent bien les formulaires nécessaires à l'établissement de leurs factures. Alors franchement, d'abord il n'y a plus de bonus. Alors ça, le bonus, il est complètement mangé par ce malus.
et par ces coûts absolument exorbitants. Mais d'ailleurs, et j'en termine là, Monsieur le Président, c'est ce que Madame la Ministre nous avait dit devant la Commission. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur François Fortassin pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, au-delà du vote que nous émettrons au sein de notre groupe, je voudrais dire, Madame la Ministre, qu'il faut un esprit aussi lumineux que le vôtre pour comprendre quelque chose à ce texte. Et je plains beaucoup les usagers ou les clients lorsqu'ils vont recevoir les éléments, à savoir que les uns auront un malus, les autres un bonus. Ceux qui auront un malus seront prêts à toutes les contestations parce qu'ils n'auront rien compris, et ceux qui auront un bonus seront très satisfaits de payer moins, mais ils ne sauront pas pourquoi. En définitive, ce texte, c'est un texte extrêmement bureaucratique. Je m'excuse pour mes amis communistes, ça me fait penser à la bureaucratie qu'on avait jadis dans les pays de l'Est et qui n'a pas donné les meilleurs résultats, et il s'agit bien de cela. Ensuite, il y a aussi un autre élément, il y a ce que ne dit pas le texte. Rien, par exemple, sur les déperditions d'énergie du fait d'un mauvais entretien des réseaux. Pas un mot n'a été dit sur les syndicats départementaux d'électricité, de l'énergie, qui font pourtant un travail extrêmement important au niveau de l'amélioration de ces réseaux. Et si les réseaux se dégradent, eh bien, à l'évidence, ça aura été un coup d'épée dans l'eau, puisqu'il y aura de toute façon de fortes déperditions d'énergie, donc du gaspillage d'énergie. Et enfin, l'autre élément, on n'a rien dit non plus de ceux qui sont de plus en plus nombreux, notamment dans les régions méridionales de notre pays, qui utilisent beaucoup la climatisation en été. Et cette clim, aujourd'hui, leur fait dépenser beaucoup plus d'argent, en quelque sorte, que le chauffage en hiver. Là encore, je n'ai rien vu dans le texte qui puisse nous éclairer sur cette affaire-là, et je dirais que si vous avez tenté de nous éblouir, nous ne sommes pas pour autant éclairés, Madame la Ministre. Merci, mon cher collègue. Je suis saisi de 3 amendements identiques de suppression faisant l'objet d'une discussion commune, mais je vais donner la parole à Monsieur le Président. Je reconnais la finesse de raisonnement de notre collègue Lenoir, mais je dois dire, Monsieur Lenoir, que vous déformez les chiffres. Les chiffres que j'ai donnés en commission ne concernaient que le malus. Autrement dit, vous ne pouvez pas faire le calcul sur les 30 millions d'abonnés, mais c'est simplement sur le dernier quartile éventuellement qui dépasserait les 300%. Et donc, vous ne pouvez pas faire ce calcul sur les 30 millions d'abonnés. Et ce que je vous ai dit, c'est que le coût de gestion estimé par rapport au document, je le divisais par 4 par rapport à ce qui avait été évoqué à l'Assemblée nationale, puisqu'il ne restait plus que 25% des abonnés à traiter, éventuellement. Donc, pardon ? Non, mais vous faites un calcul sur l'ensemble des abonnés, alors que le malus que je vous avais donné en commission ne portait que sur le dernier quartile. Voilà une précision. Longuet. Merci, Monsieur le Président. Je découvre ce texte parce que je n'ai pas le bonheur d'appartenir à la commission compétente, mais il y a quand même un problème de chiffres. Si on se bat, même sur le dernier quartile, cher Président Raoul, ça fait quand même 7,5 millions de consommateurs. S'il s'agit de répartir 200 millions, un rapide calcul me conduit à penser que on parle de 30 € par an et par consommateur. Tout ça pour ça. Merci. Nous en arrivons donc à la discussion des 3 amendements. Madame la ministre, vous vouliez la parole ? J'étais tentée de dire, Monsieur Lenoir, il y a une solution, c'est on fait rien, on reste les bras croisés et on regarde ce qui se passe. Mais non, et non. Et je voulais vous indiquer que d'abord, il n'y a pas de coût de gestion dans la mesure où le mécanisme de bonus-malus s'autofinance, y compris l'administration du système. Premier point. Deuxième point, ce que je comparais en commission, c'était le coût de la gestion par l'administration fiscale comparé à la gestion par un organisme ad hoc. Et donc,
le choix qui a été fait, suite à un certain nombre de remarques de parlementaires, qui ont d'ailleurs auditionné notamment ERDF, c'est de le confier à un groupe ad hoc qui pourra être un GIP, qui pourra être ERDF, si jamais ERDF le souhaite. Ce n'est pas quelque chose qui soit décidé aujourd'hui. La précision que je voulais vous donner, c'est que les estimations qui sont faites, c'est que les coûts de gestion du bonus-malus seront strictement les mêmes que les coûts de gestion des tarifs sociaux, c'est-à-dire à peu près 5% des sommes qui sont en jeu, pas davantage. Et donc il n'y a pas à entretenir de fantasmes sur les coûts faramineux de ce système. Merci, Madame la Ministre. Amendement numéro 2, Madame Schörch. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet article 1, bien que réécrit, conserve intact le principe d'une modulation du tarif en fonction du niveau de consommation et de la localisation. Or, la population, nous l'avons largement souligné, est composée de ménages hétérogènes. Il est impossible de calculer un volume de référence adapté à chaque consommateur, et ce, malgré toutes les exceptions que vous pourriez intégrer dans ce dispositif. La loi se doit pourtant d'être au plus proche de la réalité. Le droit n'est pas une pure abstraction. De plus, nous ne sommes pas les seuls à questionner, voire nier la pertinence de ce dispositif, tant en termes écologiques, économiques que sociaux. Associations de consommateurs, élus locaux, salariés du secteur, économistes, universitaires de tous bords, bailleurs sociaux, tous nous ont interpellés. Pourquoi le principe tarifaire que vous nous présentez comme une évidence n'est-il pas universellement reconnu ? Pourquoi la Belgique, l'Allemagne, l'Italie ont abandonné le projet alors que leurs habitudes de consommation sont proches des nôtres? Tout simplement parce que le dispositif proposé est inefficace dans ses 3 volets et trop complexe à mettre en œuvre. Pour la sobriété, le tarif progressif qui ne concerne que les ménages et pas le secteur tertiaire ne permettra pas, comme vous le souhaitez, Madame la Ministre, je vous cite, la réalisation d'économies d'énergie massives. Pire, il peut entraîner des effets contre-productifs. C'est le fameux effet rebond. En effet, d'une manière perverse, le bonus croît avec la consommation dans les limites du volume de base. C'est donc une incitation à consommer. Si, par exemple, le volume de référence est 100, et je consomme habituellement 60 parce que je suis attentive à ma facture, comme la majorité de nos concitoyens. Et en consommant 95, c'est-à-dire un peu plus, je bénéficie alors d'un super bonus. Pourquoi dès lors m'en priver? Avec ce dispositif, les ménages les plus malins augmenteront leur consommation jusqu'à atteindre le plafond du volume autorisé. Les autres percevront un bonus moins important s'ils en perçoivent un. De plus, ce système récompensera des ménages aisés habitant une maison neuve et bien isolée. Le dispositif ne prend pas en compte la pointe de consommation. Le coût économique et environnemental de l'électricité dépend surtout de l'heure et du jour où elle est consommée, et pas seulement du volume total de la consommation. Il faut dès lors inciter les consommateurs à consommer différemment dans le temps en promouvant une offre de grille tarifaire plus adaptée aux réalités de vie de nos concitoyens. C'est un peu le cas, mais ce n'est pas extraordinairement valorisé. Enfin, pour que l'équilibre financier du dispositif soit assuré, il faudrait un malus élevé qui toucherait suffisamment de foyers pour compenser le bonus et les frais de fonctionnement du dispositif dont nous venons de parler. Or, il est répété à l'envi que le malus ne touchera que très peu de foyers pour le moment, les volumes et les paliers du bonus-malus pouvant être modifiés par voie réglementaire. Vous nous demandez donc de voter un blanc-seing. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter notre amendement de suppression. Merci, Madame. Amendement numéro 27, Monsieur Lenoir. Oui, Monsieur le Président, on n'en tirait aucune conclusion, mais je trouve que l'argumentation qui a été développée par notre collègue Madame Schörch est parfaite. En fait, les arguments que vous avancez sont tout à fait les nôtres, donc encore une fois, n'allez pas raconter après que nous sommes en train de nous épauler contre le gouvernement en place. Nous faisons preuve de pragmatisme. En réalité, je ne vais pas reprendre les arguments, vous avez bien compris que nous sommes tout à fait aussi à ce dispositif extrêmement compliqué qui va pénaliser. Alors, je reviens d'ailleurs sur ce point, Madame la Ministre, parce que vous m'avez dit les personnes qui bénéficient des tarifs sociaux ne seront pas touchées. Mais vous m'avez mal entendu, vous reverrez, si éventuellement vous relisez mon intervention, j'ai parlé des foyers modestes, parce qu'il y a une catégorie qui va encore payer, ce sont les foyers modestes, les classes moyennes. Alors,
ces personnes vont effectivement être les grandes victimes de ce système. Bon. Alors nous sommes contre et donc nous allons évidemment voter cet amendement de suppression avec toutes les conséquences que cela implique. Mais, Madame la Ministre, vous nous avez dit, finalement, comme ce système est mauvais selon vous, que faut-il faire? Et vous avez suggéré qu'on ne fasse rien. Non. Vous avez dit, on ne fait rien, si on est contre, ça veut dire qu'on ne fait rien. Bon. Je vais vous répondre. Et c'est là où il y a un décalage important entre votre façon de regarder ce problème et la nôtre. Aujourd'hui, le problème, je l'ai dit à la tribune, en France, c'est la pointe. En termes de consommation, c'est la pointe. C'est elle qui coûte cher et c'est elle qui, d'ailleurs, produit le plus de CO2. Que si vous prenez le nucléaire, c'est quasiment un ruban, de même forme du matin au soir. En revanche, la variable d'ajustement, c'est le gaz et le charbon. On peut le vérifier en regardant les graphiques de RTE tous les jours. D'autre part, contrairement à une idée reçue, le prix de l'électricité n'est pas le même dans la journée. Ce que coûte l'électricité n'est pas le même niveau le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit, etc. Et finalement, une vraie politique qui viserait à économiser de l'énergie, notamment, là je parle de l'électricité, c'est une politique qui agisse non pas en aval du compteur comme vous le proposez dans ce texte, mais en amont. C'est-à-dire que le client prendrait de l'énergie en fonction des offres qui lui sont faites compte tenu du prix marginal de l'électricité le jour, la nuit, dans la semaine, etc. De façon qu'il puisse adapter son mode de consommation à l'offre qui est faite. Et pour ça, il faut un maillon important, c'est le compteur communicant. Nous avons mené avec Ladislas Poniatowski une mission avec l'ancien gouvernement, dont la conclusion, qui a été d'ailleurs validée par beaucoup, était que nous avions besoin en France de ce compteur communicant. Alors, je pense que vous avez eu l'occasion de regarder ce dossier. Il est éminemment sensible. Si vous demandez à ERDF, car c'est votre responsabilité, d'engager le processus de fabrication et d'installation de ces compteurs communicants, alors là, on dispose d'un outil qui permettra aux clients d'être vraiment responsables. Là, vous lui demandez de regarder l'année d'après sa consommation, s'il a bien fait ou s'il a mal fait, et c'est dans ces conditions qu'il est pénalisé, qu'il se sentira injustement pénalisé. J'ajoute enfin, c'est le dernier argument, franchement, comme l'a dit avec beaucoup de pertinence Gérard Longuet, tout ça pour finalement apporter un bonus en moyenne de 30 € par an aux clients qui ne dépasseraient pas le cadre administrativement fixé par un certain nombre de décrets d'arrêtés. Franchement, c'est un dispositif qui est complètement décalé. L'énormité de ce dispositif avec l'organisme ad hoc Hippocampe Éléphanto-Camélos, tout ça conduit à dire non, non et non, il faut mettre par terre cette disposition. Merci. Amendement 67, Monsieur Merceron. Merci, Monsieur le Président. Comme les deux précédents présentés par nos collègues des groupes UMP et CRC, cet amendement a pour objet de supprimer l'article 1er de la proposition de loi. Je l'ai indiqué lors de la discussion générale, les sénateurs du groupe UDI-UC partagent les objectifs de sobriété et de performance énergétique. La lutte contre la précarité énergétique doit être une priorité, mais pour cela, il faut commencer par améliorer l'efficacité des logements et accompagner les ménages dans la maîtrise de leur consommation. Cela passe par des aides à l'isolation de l'habitat et par le développement des compteurs dits intelligents. Nous n'acceptons pas l'instauration de ce bonus-malus pour les 3 raisons suivantes. D'une part, il est injuste car ce sont souvent les plus faibles et les plus précaires qui vont devoir payer le malus, car vivant dans des logements passoires, alors que les plus aisés qui pourront isoler leur logement bénéficieront d'un bonus. D'autre part, le mécanisme n'arrive pas au bon moment. Il faut d'abord accompagner les ménages. Il faut aussi attendre les conclusions du débat national sur la transition énergétique. Enfin, il est complexe. Même dans sa nouvelle rédaction, le dispositif n'est pas intelligible et on peut même s'interroger sur sa constitutionnalité. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que le bonus et malus disparaissent du texte. Merci, mon cher collègue. Je vais mettre donc aux voix ces 3 amendements. J'ai une demande de parole. Oui, pardonnez-moi, l'avis de la Commission et du gouvernement, pardonnez-moi.
Monsieur le Président, la Commission a émis ce matin un avis favorable aux 3 amendements à mon corps défendant. Merci, Monsieur le Président. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, d'abord, je voulais dire à Madame Church que l'objectif du bonus, c'est que l'énergie soit moins chère et que cet objectif est atteint lorsqu'on est dans une consommation. 75% des Français, 3 Français sur 4, payeront leur énergie d'électricité et de gaz, bénéficieront du bonus et donc la payeront de fait moins cher par rapport à ce que vous avez dit sur l'effet rebond. Ensuite, je voulais parler de la pointe, puisque M. Lenoir m'y invite. Et donc je rappellerai que 10 ans de droite, ça a été 28% d'augmentation de la pointe. C'est ça le bilan auquel nous devons faire face aujourd'hui. Et donc effectivement, une priorité d'action du gouvernement, c'est la lutte contre la pointe. Et nous développons toutes les solutions, Monsieur Lenoir, l'amont, l'aval, toutes les dimensions. L'effacement, exactement, le déploiement des smart grids, nous allons traiter ça dans le débat national sur la transition énergétique, les réseaux intelligents, les compteurs intelligents, qui était un dossier passionnant, mais un projet complètement plombé par le précédent gouvernement, puisque c'est ça la réalité, puisque j'ai hérité d'une situation dans laquelle, bien sûr que oui, dans lesquelles sur le projet du déploiement des compteurs Linky, les associations de consommateurs étaient vent debout contre ce compteur. Et tout le travail que nous essayons de faire et que méthodiquement, patiemment, nous avons refait, c'est de reconstruire un consensus national autour du compteur Linky. Et si vous êtes favorable à ce projet, je vous en remercie. Et nous avons même fait un travail sur le déploiement industriel du compteur Linky où c'est la réalité, Monsieur Poniatowski, c'est la réalité. C'est la réalité. Et je suis en train de faire Mes chers collègues, vous écoutez Madame la Ministre, je vous donnerai la parole si vous le souhaitez. Soit un outil au service des consommateurs, que ce soit un outil de la politique de maîtrise de l'énergie et que ce soit un outil qui permette à chaque citoyen, chaque consommateur aussi de savoir en temps réel où il en est de sa consommation d'énergie et où il en est du bonus-malus, puisqu'il y aura même des applications qui permettront sur smartphone, sur ordinateur, de suivre en temps réel sa consommation d'énergie. C'est ça qui va être déployé. Merci Madame la Ministre. Je vais donc mettre aux voix ces 3 amendements. Monsieur Mirassou, vous souhaitez la parole, je vous la donne. Oui, à ce stade de la discussion, mes chers collègues, je serais tenté de dire que nos collègues de la droite sénatoriale en font quand même un peu trop. Comment expliquer, chers collègues Lenoir, qu'il y a moins de 10 minutes, vous avez préconisé de tester pendant pas moins de 5 années un dispositif que vous vous empressez de disqualifier 5 minutes après par le biais d'un amendement de suppression. Parce que voter l'amendement de suppression, ça revient effectivement à annihiler tout ce qu'il y a en amont en termes de dispositif, dont encore une fois vous préconisez qu'il soit laissé pendant 5 ans. Et comme je l'ai dit ce matin en commission, plutôt que de proposer une expérimentation de 5 ans, vous auriez mieux fait de la réduire à 5 minutes, même voire à 5 secondes. Ensuite, quand même, vous avez les uns et les autres déployé une argumentation qui est une argumentation à charge. Ce qui veut dire que le principe qui a été le vôtre, j'ai failli dire le postulat, ça a été de dire on vote contre tout, et ensuite on va essayer de trouver des explications. Y aurait-il quand même, dans tous ces arguments, quelque chose vous permettant, par un réflexe, je serais tenté de dire, de bon sens, de le voter, vous l'auriez voté contre quand même. C'est-à-dire que vous dites non, non, non et non. Et la problématique à laquelle nous sommes confrontés à l'instant où je parle, et d'ailleurs que vous avez évoqué vous-même, c'est de dire qu'il y a une situation qui est maintenant intenable pour bon nombre de nos concitoyens. Et moi, je vais vous parler, Monsieur Lenoir, d'une famille que je ne connais pas, qui habite par contre dans une cité que je connais bien, qui s'appelle la cité Amouroux, qui est située au cœur de mon canton. Où parce qu'effectivement ces gens-là ont affaire à des propriétaires peu scrupuleux, ils habitent dans un habitat années 60, où il n'est pas question de compteur Linky, où il n'est pas question d'isolation, où il n'est pas question de charme, il est question de rien. Et ces gens-là, qui plus est, on les a dotés
de radiateurs qui ressemblent à des grille-pains, parce que c'était la solution technique la moins onéreuse, et donc ils passent l'hiver à regarder le radiateur qu'ils ne peuvent pas allumer parce que tout simplement, ils n'ont pas les ressources financières pour le faire. Et au moment où je parle, je dis avec un peu de véhémence, il me semble que vous sautez avec beaucoup de facilité, à pieds joints, par-dessus les cas que je viens d'évoquer. S'agissant de l'obsession que vous manifestez par rapport au contrôle Linky, j'ai également l'occasion de vous rappeler il y a quelque temps que même si cette opportunité, à la limite, n'est pas inintéressante, elle s'adressera quand même, de fait, préférentiellement à ceux qui sont sur le plan énergétique de l'autre côté de l'éventail, qui ont toutes les dispositions pour avoir, en termes de performance thermique, une habitation convenable, le plus souvent d'ailleurs qui ont également une voiture hybride et qui, par l'intermédiaire d'un compteur, se donneront les moyens d'être encore plus performants en allant vérifier qu'il vaut mieux décidément faire la vaisselle à 11h38 qu'à 12h43. Ces gens-là, Monsieur Lenoir, au moment où je parle, je ne m'intéresse pas. Parce que, je l'ai évoqué tout à l'heure, par le biais d'effets rebonds, on pourra également peut-être les inciter à consommer davantage. L'obsession qui est la nôtre, je veux dire, l'obsession qui est la nôtre, c'est de prendre en compte, je ne vais pas dire avec commisération, mais en tout cas avec un peu d'intérêt, le sort de sa famille que j'ai évoqué tout à l'heure, qui habite à Cité-Amouroux, dans le canton 7 de la ville de Toulouse, et des Cités-Amouroux, comme dans le canton 7 de la ville de Toulouse, il y en a des centaines et des centaines. Et à force de disqualifier la discussion, parce que rien ne vous empêchait, en menant le débat au-delà de l'article que vous sanctionnez, d'apporter ce que j'ai évoqué tout à l'heure en termes d'intelligence collective, pour peu qu'on manifeste un peu de bonne foi, pour tirer ce texte vers le haut. J'ai cru comprendre que pour de multiples raisons, vous étiez quand même un spécialiste de ce secteur d'activité, et je pense que l'argumentation que vous avez déployée jusqu'à maintenant, en faisant la démonstration que vous étiez équipé intellectuellement sur ce dossier, n'a pas été tellement productive pour les gens dont nous avons encore une fois au cœur de notre préoccupation l'envie qu'ils s'en sortent un peu, quoi. Et vous n'arriverez pas à vous dédouaner uniquement en disant « Ah oui, mais on va s'acheter une ligne de bonne conduite avec le titre 2 ». Non, 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 ça ne suffira pas. Et nous, notre rôle politique, non seulement c'est de dire avec un peu de force ce que je suis en train de dire et que j'ai tout à l'heure en discussion initiale, et que nous dirons d'ailleurs à tous les gens concernés, c'est de faire en sorte qu'on puisse aller un peu là. Sinon, c'est l'immobilisme le plus total. Vous avez fait des calculs chiffrés, là, avec une règle à calcul que vous avez dans la poche que vous n'avez pas. Mais très sincèrement, ce n'est pas les démonstrations que vous avez fait là. La démonstration qu'attend de vous, c'est un geste politique pour faire en sorte qu'on sorte de l'ornière. Merci, mon cher collègue. Madame Schörch. Oui, Monsieur le Président, je veux simplement essayer de démontrer que nous ne sommes pas dans une position dogmatique. Donc, je l'ai dit, mais notre rapporteur, le sénateur Daniel Raoult, le dit lui-même dans son rapport, je le cite, « S'agissant, dit-il, écrit-il, du mécanisme dans son ensemble, votre commission a considéré qu'en dépit des améliorations, ce dispositif demeurait trop complexe et qu'il était porteur d'injustice pour certaines catégories de consommateurs, notamment les ménages à faible revenu ou les personnes âgées ». Je cite notre rapporteur. Nous considérons, nous, que le bonus-malus risque en effet de sanctionner des personnes qui n'auront pas d'autre choix de consommer un certain volume d'énergie, sauf à renoncer complètement à une vie décente. Deuxième argument, je l'ai déjà dit, à notre avis, ce dispositif n'est pas le bon dispositif pour faire baisser sa consommation d'énergie. Alors bien sûr, ceux qui ont une maison parfaitement isolée pourront le faire. Ceux qui savent bien réfléchir et comprendre les différents tarifs, ils le feront, mais un grand nombre de personnes n'est pas armé pour faire baisser sa consommation uniquement sur ce point. La localisation géographique nous pose un problème. En effet, et donc nous considérons que ce n'est pas non plus un bon critère. On introduit les différentes catégories d'usagers en fonction de ce critère géographique, et donc cela induira un prix, pas du kilowattheure, mais la facture énergétique va augmenter, alors que ces personnes qui habitent dans des zones froides, par exemple, sont déjà largement exposés à un malus de fait, puisque leur facture augmente par rapport à une personne qui habite dans une zone plus chaude.
Alors, nous, la seule exception à l'égalité devant le service public que nous pouvons concevoir, c'est celle qui tend vers la vraie égalité en gommant l'inégalité sociale par le soulagement tarifaire. Nous allons y revenir. Ensuite, je ne comprends pas l'urgence. Dans la nouvelle version, la date d'application est repoussée en 2015, les premiers bonus-malus 2016. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi on persiste à vouloir voter ici un dispositif dans l'urgence alors que la mise en application est reportée de 2 ans. Merci, Madame. Monsieur le Président. Simplement, je souhaiterais que Madame Schurch considère avec beaucoup d'attention mes adducteurs. Je n'ai fait que rapporter la position de la majorité de la Commission. Et vous ne pouvez pas m'imputer ces termes-là. Je fais déjà un numéro spécial, mais n'exagérez pas. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Oui, je voulais indiquer, parce que c'est un point qui est revenu souvent dans les discussions, que la nouvelle version du titre premier permet d'éviter tout risque que le malus ait un effet pervers au plan social, et je renvoie en particulier à l'alinéa 82 de l'article 1er, qui permet précisément d'avoir des dispositions de malus ramenées à l'euro symbolique pour les personnes bénéficiaires des tarifs sociaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le fait qu'on ait remonté le seuil du malus réel à 300%, évite les effets pervers qui avaient été longuement discutés en première lecture, et vraiment les modifications qui ont été apportées visent à ce qu'il n'y ait pas ces effets pervers qui auraient pu concerner des personnes qui habitaient des passoires thermiques. Donc vraiment, je pense que cette préoccupation a été entendue et ne fait donc plus d'obstacle à l'adoption de l'article 1er. Merci, Madame. Je vais donc mettre aux voix les 3 amendements 2, 27 et 67 et je suis saisi d'une demande de scrutin public. Nous allons donc procéder au scrutin public et j'invite mesdames et messieurs les secrétaires à bien vouloir procéder à ce scrutin. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos et j'invite, mesdames et messieurs les secrétaires, à procéder au dépouillement.
Madame la ministre, mes chers collègues, je vous donne lecture donc, du résultat du scrutin numéro 100 sur les amendements 2, 27 et 67. Nombre de votants 347. Nombre de suffrages exprimés 347. Majorité absolue des suffrages exprimés 174. Pour l'adoption 208. Contre 139. Le Sénat a donc adopté ces 3 amendements de suppression et en conséquence donc l'article 1er est supprimé. Pardon. Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai une suggestion à vous faire. Évidemment, par voie de conséquence, l'article 1er bis, 1er ter et 1er quater. Non, n'allez pas trop vite, monsieur Poniatowski. Mais j'ai bien compris qu'il fallait un vote sur chacun des suppressions. Mais on pourrait aller très vite et je demande à mes collègues, y compris du groupe socialiste, par conséquence, de voter ces amendements de suppression ou de s'abstenir, mais c'est une cohérence par rapport au vote qui vient d'intervenir. Ça n'a plus de sens ou pas participer au vote. OK. Merci, Monsieur le Président. Donc, article 1er bis, 2 amendements 41 et 82 en discussion commune, qui sont des amendements identiques de suppression. Monsieur Lenoir, il est défendu. Il est tombé. Vraiment, pour moi, il est tombé puisqu'il se réfère à l'article 1er. Son contenu est complètement vidé. Donc, si vous voulez vraiment que je le défende, je veux bien. Vous permettez, je donne un avis favorable de la Commission à la suppression de ces 3 articles. Comme ça, c'est clair. Voilà. Madame Cherche, vous voulez la parole? Il est défendu? Bien, je vais donc mettre aux voix ces 2 amendements 41 et 82 qui ont reçu... Favorable aussi du gouvernement? Défavorable, pardon. Bien, donc je les mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour leur adoption? Des amendements, oui. Oui, Monsieur Poniatowski. Avis contraire? Je n'en vois pas. Donc, le groupe socialiste ne prend pas part au vote. Donc l'article 1 bis, l'article 1er bis est supprimé et nous en arrivons à l'article 1er ter avec 2 amendements identiques 44-83. Même vote, même vote. Donc l'article 1er ter est supprimé. Nous en arrivons à l'article 1er quater avec 2 amendements de M. Lenoir et de Mme Cherche. Même vote. Même vote. En conséquence, donc l'article 1er quater tombe. Mes chers collègues, Madame la Ministre, je vais donc suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h30, donc pour la suite de l'examen de ce texte. La séance est suspendue. C'est la fin de cette séance. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce texte, notre site internet publicsénat.fr. Très belle journée à tous.